Bonjour. Alors, je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, il y a plein de sujets à aborder, ça va se faire en rafale, accrochez-vous. D'autant qu'il y a aussi pas mal de bonnes nouvelles, et ça fait plaisir. Dans cette capsule, on va distinguer trois parties. La première traitera rapidement des sujets d'actualité, la deuxième aura pour but de remettre quelques pendules à l'heure, là ce sera du style. Quant à la troisième, elle traitera, j'ai envie de dire enfin, d'un sujet plus en rapport avec les objectifs fondamentaux du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, avec un sujet très inattendu que je vous présenterai d'ici seulement quelques secondes. Mais là aussi, ce sera l'occasion pour moi de recadrer l'un ou l'autre détracteur. Ceux qui me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un de gentil et de pacifique. Il y a juste qu'il ne faut pas se prendre dessus et faire Tarzan. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo sera plutôt punch. Cela dit, on va commencer par le round d'observation, bien calme, et puis on va monter dans les tours. Générique. Plein de bonnes choses ces derniers jours, donc, cette fois, la population fait très bien comprendre à notre gouvernement en Belgique que trop c'est trop, que l'on n'en peut plus, que nous avons besoin d'air, de respirer, besoin de contact et de liberté. C'est un animateur de RTL TVI qui le disait, jamais il n'avait vu autant de monde dans le parc de la Boverie à Liège. Des centaines de jeunes, peut-être des milliers, s'étaient rassemblés pour faire la fête, sans distanciation physique, la plupart du temps sans masque, j'allais dire sans chemise et sans pantalon, mais il ne faut tout de même pas exagérer, et ces jeunes, cela mérite d'être dit, ont même poussé le bouchon jusqu'à revenir pour ramasser leurs déchets. Cette manifestation, à comprendre dans le sens d'événement et non pas d'action de revendication, sentait bon le printemps, le renouveau, et précédait un comité de concertation qui promettait d'être prometteur en vue d'un assouplissement des mesures liberticides. La montagne a accouché d'une souris, puisque les chiffres n'étaient pas bons et le variant britannique semblant sortir ses griffes, les décideurs ont décidé de ne rien décider avant vendredi prochain. Par contre, les métiers de contact, les tatoueurs, les esthéticiens, etc., pourront reprendre leurs activités dès le 1er mars, alors que le couvre-feu en Wallonie sera désormais limité entre minuit et 5 heures du matin. C'est peu de choses, mais c'est déjà mieux que rien. Il fallait s'y attendre afin d'éviter le type d'événement dont je vous ai parlé. Les autorités, entendez la police, s'est montrée clémente face à cette foule immense et n'a appliqué aucune sanction, peut-être désireuse de ne pas mettre le feu aux poudres là où tout se passait calmement. Mais elle a tout de même fermé les parcs où pouvait se reproduire ce genre de rassemblement en y laissant une présence qui se voulait dissuasive. Je vous disais que la montagne avait accouché d'une souris, mais le chat a chaussé son passe-montagne et la souris a joué à chat. Les jeunes ont simplement migré vers le jardin botanique et j'ai envie de dire que c'était bien joué, un malin, malin et demi. Presque simultanément, c'est Jean-Marc Nollet, ministre et coprésident du parti écolo, qui a avoué ne pas respecter la bulle sociale d'une personne et les 2 points, donc cette fameuse bulle sociale et les rassemblements, ont suscité pas mal de réactions dans les deux sens. Beaucoup ont dit que l'intéressé avait eu le courage, même si ce n'est pas tout à fait l'expression qui a été utilisée, qui commençait aussi par coup, de dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Au micro de Bel-Ertiel, un médecin généraliste a pour sa part témoigné que lors de ses consultations, il avait pu remarquer que nombreux étaient ceux qui ne respectaient pas cette fameuse bulle. D'un avis assez général, il semble que le Belge considère effectivement cette disposition comme très utopique, intenable, surtout sur le long terme. Comme le disait je ne sais plus qui, il y a ceux qui ne respectent pas les règles, et puis il y a ceux qui mentent. En effet, si par exemple vous avez 2 enfants, comment voulez-vous choisir qui vous allez inviter? Un enfant ou bien l'autre? Et pendant ce temps, le mari, le compagnon reste dans la voiture ou retourne chez lui, peut-être à 100 km, pour revenir ensuite rechercher sa moitié dardard avant le couvre-feu. De même, comment voulez-vous choisir qui inviter entre votre maman et votre papa? C'était déjà le problème que je signalais lors de la fête des mères de l'année passée. Toutefois, face aux rassemblements festifs et en dépit de toute la sympathie que cela peut générer, il y a aussi une autre façon de voir les choses, surtout si les gestes barrières ne sont pas respectés. Tout ceci ne risque-t-il pas d'entraîner une nouvelle vague, ou en tout cas une recrudescence du nombre de contaminations, alors que justement les chiffres ont tendance à remonter? C'est Elio Di Rupo, notre ancien Premier ministre, qui prédit que si une troisième vague devait survenir, ce serait terrible. Tu parles, la gare de Mons prendrait encore du retard. Le variant britannique semble donc l'un des grands responsables de cette interrogation. Moi, je voudrais simplement dire, mais je ne suis pas médecin, ni virologue, ni spécialiste médical, ne prenez donc pas
ce que je vais dire comme une affirmation. Elle mérite donc au contraire d'être vérifiée. Je le souligne par prudence. Mais je crois avoir entendu des spécialistes supposer que plus un virus était contagieux, moins il aurait tendance à être létal. Quelque part, ce serait une opération suicidaire. Sans doute n'est-ce pas totalement vrai, car on disposerait aussi d'exemples du contraire. Or, peut-être est-ce une coïncidence, mais les chiffres de Cienzano montrent depuis bien plus de 15 jours, soit le temps de la période d'incubation, que les nombres descendent ou accusent un plateau, seulement contredit à l'approche du comité de concertation. Peut-être est-ce aussi une coïncidence. Il faudrait poser la question à M. Pénas, mais ne nous faisons pas complotistes, bien entendu. Une chose est certaine en revanche, le nombre de décès poursuit sa baisse, ce qui apparemment confirmerait, c'est donc un conditionnel, hein, vous l'aurez remarqué, mon hypothèse, et donc ça confirmerait mon hypothèse, et vous aurez donc compris que ce n'était qu'une hypothèse. Par contre, ce n'est pas qu'une hypothèse que de dire qu'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, met sérieusement en garde contre les dispositions sanitaires liberticides en raison de la Convention des droits de l'homme. Ce n'est pas non plus une hypothèse de dire que plusieurs plaintes ont été déposées en matière de circulation, même si le Conseil d'État les a rejetées pour le moment. Je ne crois pas non plus me tromper en signalant que les représentants de plusieurs secteurs économiques ont clairement exprimé leur déception quant aux dernières non-décisions et atermoiements, alors qu'ils tiraient la sonnette d'alarme de longue date et réclamaient des perspectives. L'absence d'écho laisse présager des actions, des initiatives et des systèmes D, avec un D comme dans vitamine. Bah quoi, il y a un D à dents quand même, non? Par ailleurs, le gouvernement vient de demander le retrait des masques fédéraux qui avaient été distribués gratuitement en pharmacie, parce que ceux-ci présenteraient des éléments toxiques à base de nitrate d'argent et de dioxyde de titane. En fait, des nanoparticules qui, en fonction de la durée d'exposition, ne pourraient entraîner que des irritations ou tout au plus des affections respiratoires. Ah, des infections respiratoires. Dans le contexte d'une pandémie à syndrome respiratoire aigu, on s'en passerait néanmoins volontiers. C'est donc bien la raison pour laquelle ces masques ont été retirés de la circulation par principe de précaution. Un principe de précaution qui intervient donc quelques mois après. Et la société qui fabriquait les masques en question de se demander, au même titre que Julie Frère de Test Achat, ce qu'on allait faire des autres masques qui présentent les mêmes caractéristiques. Donc les choses bougent. Même les moutons de jadis commencent à faire grrr et à donner de la voix. On espère qu'ils ont la laine fraîche. Chacun a sa personnalité. On dit par exemple des Français qu'ils sont prompts à faire la révolution. Moi, je ne suis pas français et chacun fait comme il veut dans son pays. Mais je sais que les Belges procèdent autrement. Ils sont en général solidaires et très volontaires pour le bien de tout un chacun, et donc le Belge respecte toujours, en général, les lois, les règlements, les décrets ministériels, bon gré mal gré, je vais dire. Mais si ça dure trop longtemps, que cela empiète trop sur ses libertés, il va fatalement y avoir un moment où ils vont contourner les lois et les règlements. Ils vont trouver 1000 systèmes et astuces. Ils vont agir en stubbenings, comme on dit chez nous, en catimini donc, clandestinement. Et on a vu par exemple ce que la prohibition a donné aux États-Unis, un grand fiasco. Et en plus, avec de fâcheuses conséquences. Donc le gouvernement belge le sait bien, si les choses perdurent, les dispositions deviendront de plus en plus caduques et inopérantes. Mais il y a un revers pervers à cette botte de Nevers, c'est que l'on pourrait se servir de cette volonté de libération, de se sortir de cet étouffement, en présentant la vaccination comme la porte de sortie, histoire de faire glisser le caractère non obligatoire vers un impératif conditionnel incontournable. Bon, alors, au chapitre des remises des pendules à l'heure, je regardais récemment une interview de notre ami à tous, Sylvain Trotta, et d'un médecin que je ne nommerai pas, mais qui a les mêmes initiales que Los Angeles. Si je vous en parle, c'est seulement parce que j'estime que Silvano a eu bien peu de temps de parole et qu'il a donc eu très peu l'occasion de se défendre. Alors déjà, je voudrais dire à ce médecin que l'on ne dit pas Bruxelles, mais bien Bruxelles, et ce malgré le X. La prononciation Bruxelles provenant d'une erreur de retranscription de moine copiste en relation avec une ancienne graphie. Cette erreur fait mal à mes oreilles de belge, surtout que je suis né à Bruxelles. Au sujet de la Sécu, et des études réalisées à son sujet quant à son efficacité et à son innocuité, je le renverrai à la fiche de suggestion qui apparaîtra ci-dessus et qui devrait tout de même le faire revoir sa copie. Pour le reste,
Je m'étonne qu'il n'accorde aucune confiance au site officiel du ministère israélien de la Santé sous prétexte que ce dernier se baserait sur des propos complotistes. Il est vrai que si un site officiel du ministère de la Santé se base sur des fake news, ça va devenir compliqué, non? Bon, maintenant, évidemment, on peut toujours aussi se baser sur l'étude fallacieuse du Lancet, revue pourtant ô combien prestigieuse et qui a pourtant dû se rétracter. Le médecin en question argumente également le fait que des pays tels que le Japon ou la Corée ne peuvent pas être considérés de la même manière que les autres pays continentaux, parce qu'il s'agit d'îles. Il invite à tenir cela en ligne de compte pour expliquer que les résultats de ces pays face à la crise sanitaire sont meilleurs que par exemple la France ou la Belgique en raison des limitations de communication avec les pays limitrophes. La Corée n'est pas une île, mais une péninsule, mais soit. Admettons. Donc, ce monsieur considère-t-il que la Suède est une île et que fait-il de l'Angleterre? Quant au caractère éventuellement cru de la Lune, de l'intervention d'extraterrestres et de la nature reptilienne de certains de nos dirigeants, je demanderai simplement quel est le rapport avec le principe actif évoqué. Je me permettrai de penser que si un médecin a naturellement plus de connaissances en matière de virus et de Covid-19 qu'un ufologue, par contre, je crois qu'un ufologue est mieux placé pour parler d'astronomie qu'un médecin. Personnellement, si je suis malade, je m'adresserai à un médecin et pas à une charcuterie. Mais il est vrai que si on demande à un chirurgien de faire de la charcuterie, ça pourrait marcher, mais le résultat ne sera pas le même. Voilà, vous savez donc maintenant qu'il ne faut pas confondre entre un chirurgien ou un charcutier. Voilà, cette histoire d'extraterrestres et de reptiliens me permet d'assurer la transition avec le sujet suivant. Il s'agit d'une question qui m'a souvent été posée, que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder avec vous. Cette question entre pourtant en conformité avec les objectifs fondamentaux du CERPI, pour rappel le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, et ce dernier, comme son nom l'indique, traite donc du surnaturel, du paranormal, de l'ufologie et des phénomènes dits inclassables. Ce qui fait souvent rire certains, rapides à la détente lorsqu'il s'agit de décrier, en nous prenant pour des Ghostbusters ou des illuminés, des affabulateurs, des charlatans, des amateurs de soucoupes volantes et de petits bonshommes verts. Bref, des gens qui auraient tendance à se promener avec un entonnoir sur la tête, sur un petit vélo, avec un gros klaxon, en tenant d'une main une ombrelle et de l'autre une cornemuse. La réalité est un peu différente. D'abord parce que nous travaillons avec une approche scientifique et en relation avec des scientifiques. Oui, c'est un pluriel. Ensuite, parce que nous privilégions la logique d'enquête et que nous appliquons le principe qui consiste à examiner prioritairement toutes les possibilités d'explication naturelle, logique ou scientifique avant de nous hasarder à seulement examiner l'éventualité d'une hypothèse qui sortirait éventuellement des sentiers battus. Encore faudrait-il, le cas échéant, que la dite hypothèse reste cohérente et n'entre pas de plein front en opposition au sacro-saint principe de la science. Donc, pour ceux qui s'imaginent que nous sommes de doux rêveurs, je dirais simplement que lorsque nous sommes confrontés à un phénomène quelconque, chez nous, l'intime conviction, fût-ce celle du roi de Prusse ou du tsar de toute la Russie, ne suffit aucunement. Enfin, pour ceux qui parlent de croyance à notre sujet, je dirais que le verbe croire s'accommode très mal du vocabulaire scientifique et qu'il n'est pas question de croire quoi que ce soit, mais bien d'étudier. Alors pour en venir au fait, il sera ici question d'ufologie, c'est-à-dire l'étude des objets volants non identifiés, et la fameuse question dont je vous ai parlé, la voici. Y aurait-il un rapport quelconque entre la pandémie mondiale à coronavirus et les extraterrestres? Alors je vous accorde que cette question peut paraître saugrenue, farfelue, complètement à côté de la plaque. Elle m'a d'ailleurs aussi été inspirée par un roman de Didier Van Coelaert, que je vous présente ici, L'inconnu du 17 mars. Et dans ce livre, l'auteur met en scène un SDF qui vit l'étrange situation d'être en confinement à l'extérieur. D'une manière purement fortuite, il retrouve l'une de ses ex qui, en fait, est même la dernière en date. Cependant, au bout d'un certain temps, il s'aperçoit qu'il ne s'agit pas réellement de son ex, mais bien d'une extraterrestre qui a pris forme humaine, celle de son ex en l'occurrence. Et celle-ci lui révèle bientôt qu'elle est l'instigatrice de la pandémie, pour être à l'origine du virus. Parce que, en réalité, elle fait l'objet d'une mission visant à diminuer drastiquement la population mondiale, voire à l'exterminer purement et simplement.
Évidemment, il ne s'agit que d'un roman, c'est de la science-fiction, bien sûr. Il n'empêche que l'idée est lancée, que Didier Van Cauwelaert n'est pas le seul à la formuler. Le problème, voyez-vous, c'est que cette idée s'inspire à son tour des fameuses Georgia Guidestones, ces grands monolithes apparus aux États-Unis en 1980 et autour desquels gravitent de nombreuses théories du complot qui évoquent les Rose-Croix, l'Antéchrist, les milieux satanistes ou plus simplement une opération de marketing. Sur ces pierres figure en plusieurs langues l'invitation à diminuer la population mondiale à 500 millions d'habitants. C'est un objectif génocidaire que certains n'hésitent pas à prêter à la plupart de nos gouvernements sous le couvert du Covid-19 et auquel personne n'ose adhérer parce que, bien sûr, c'est beaucoup trop gros. On prête ce même objectif à un autre personnage que l'informatique a rendu célèbre et qui se propose d'œuvrer en faveur des vaccins et qui finance joyeusement l'OMS. Mais bien évidemment, entre l'objectif supposé par les milieux complotistes et la réalité, il y a une solide marge, comme le diraient les Simpsons. Le problème, c'est aussi qu'au cours de l'année passée, d'autres monolithes que les Georgia Guidestones sont apparus un peu partout, et notamment, mais pas exclusivement, en France et en Belgique, deux pays particulièrement touchés par la pandémie. En l'occurrence, il ne s'agissait pas de monolithes en granit, mais bien en métal et de dimensions plus modestes. Là, aucune inscription particulière ne figurait. Un simple rappel symbolique, une originalité d'un artiste, une opération marketing. Pour l'instant, on n'en sait guère plus, mais cela étonne. Ça entre aussi plus ou moins en résonance. Mais quel serait l'intérêt de diminuer ainsi la population mondiale? D'autant que dans l'optique mondialiste, ça diminuerait d'autant la clientèle potentielle et donc ce serait une fameuse entrave au commerce. D'un autre côté, ça diminuerait aussi considérablement le nombre de contribuables et les États se priveraient eux-mêmes de leurs revenus. Cela ne paraît donc pas raisonnable, parfaitement contre-productif. Par contre, sur le plan écologique, on peut supposer que cela apporterait certaines solutions à la pollution et surtout au déficit en ressources que la Terre peut produire. Mais alors, pourquoi utiliser un virus en admettant que ce dernier soit d'origine artificielle et aboutir laborieusement aux résultats escomptés au terme de longues souffrances et de l'agonie de secteurs économiques entiers? Ce serait du cynisme, de la cruauté gratuite, j'ai envie de dire, diabolique. Et qu'est-ce que les extraterrestres viendraient faire là-dedans en admettant aussi qu'ils existent? C'est là qu'il faut aussi rectifier certains tirs. Nous n'en sommes plus au temps où Roy Thines jouait le rôle de David Vincent dans cette série culte The Invaders, les envahisseurs. Et dans cette série, le héros était confronté à des êtres ayant aussi pris l'apparence humaine, si l'on accepte une raideur dans l'auriculaire et leur fâcheuse tendance à disparaître en fumée si l'on parvenait à les tuer. C'est en mettant cette absence de preuves. Somme toute, là aussi, l'incinération était immédiate. Il n'y avait donc aucune autopsie possible. Bien sûr, tous les personnages auxquels David Vincent essayait de se confier, en espérant une aide en vue de débarrasser la Terre de cette menace de domination totale sur le monde et d'extinction de notre espèce, ils se heurtaient au scepticisme et à l'ironie. Et pour cause, puisque beaucoup de ces personnages étaient eux-mêmes soit des extraterrestres, soit des corrompus. On dirait que l'on trouve certaines analogies avec la situation actuelle, n'est-ce pas? Mais bon, ça s'arrête là, et puis on est aussi dans la science-fiction, ne l'oublions pas. Revenons donc dans la vie réelle pour couper l'herbe sous le pied des détracteurs de l'ufologie en signalant que désormais le phénomène ovni est bel et bien classé comme réel. Cela ne signifie bien sûr pas pour autant qu'il soit d'origine extraterrestre, mais cela veut dire que son cas mérite d'être étudié sérieusement et que par conséquent on peut éventuellement le considérer comme une menace potentielle et à tout le moins comme un survol non autorisé de nos espaces aériens. Une menace qui serait capable entre autres de verrouiller les lanceurs de missiles nucléaires, une menace qui, n'en déplaise à certains, se permettrait d'enlever les êtres humains afin de se livrer à des expériences génétiques. Une menace qui peut-être causerait de sérieux préjudices aux éleveurs de chevaux, comme on a pu le remarquer lors de la pandémie, même dans nos pays, même en Belgique, et là où la police n'excluait pas la possibilité d'agissements satanistes, parce que la police peut difficilement évoquer la piste extraterrestre. Peut-être parce que même avec leurs sirènes et leurs gyrophares, elle ne peut pas les rattraper sur l'autoroute. Mais, allez vous dire, vous ne croyez tout de même pas à l'existence des extraterrestres?
Je vous ai déjà dit que nous ne croyons rien, mais que nous étudions. Or, on est bien obligé d'admettre la croissance spectaculaire du nombre d'exoplanètes, c'est-à-dire ces planètes qui, par leurs caractéristiques semblables à la nôtre, seraient susceptibles d'abriter une vie intelligente. Oui, mais, comme le dirait Alexandre Astier dans son exoconférence, même s'ils existent, il leur serait pratiquement impossible de réaliser le trajet aller-retour, et ce, en raison de la distance à parcourir et de cette satanée barrière infranchissable de la vitesse de la lumière. C'est exact. Mais à cela, il convient de répondre dans l'état actuel de nos connaissances et nonobstant la possibilité de raccourci ou encore le recours à la physique quantique, sans compter que nous obstinons toujours à faire preuve d'anthropocentrisme en considérant que les extraterrestres devraient forcément avoir notre apparence, notre morphologie et en oubliant un peu vite que même la notion d'apparence pourrait être sans objet. Sur notre planète, des millions, voire des milliards de personnes acceptent sans broncher que des démons, des djinns ou autres créatures infernales puissent modifier leur apparence aussi facilement que nous changeons de chaussettes. Soit, mais pourquoi donc viendraient-ils nous visiter? Et si, fidèle au principe que je vous ai exposé précédemment, nous voyions la question sous un autre angle? Et si ces extraterrestres étaient tout simplement les propriétaires initiaux de notre lieu d'existence et que nous n'en serions que les locataires? Cela ne donnerait-il pas quelque substance à la fameuse théorie des anciens astronautes, selon laquelle les contacts entre les humains et les entités apparemment exogènes seraient bien antérieurs à ce que nous croyons généralement? Car il se fait que l'on fait souvent remonter les débuts de l'ufologie à l'année 1947 à cause du crash de Roswell et des observations de Kenneth Arnold, alors que l'on oublie que l'on retrouve de nombreux témoignages bien plus lointains, jusque dans la Bible, et de très étranges interprétations de la part de Mauro Biglino, cet ancien traducteur du Vatican. Dans ce cas, ceux que nos ancêtres des premiers temps auraient pu déifier ou diaboliser et qui seraient peut-être nos créateurs insoupçonnés au terme de manipulation génétique, pourraient simplement venir voir où nous en sommes, se voir horrifiés de l'évolution que nous avons donnée à nos existences et décider d'y mettre un terme. D'aucuns prétendent qu'il y aurait déjà eu des contacts entre des représentants de ces entités et certains présidents des États-Unis. Cela reste à vérifier et l'on peut bien entendu se montrer très circonspect à ce sujet. Mais dans ce cas, le scénario pourrait redevenir plausible. Nos dirigeants seraient sommés de laisser place nette dans une politique de tire-toi de là que je m'y mette, au terme d'un délai qui permettrait à la fois la transition progressive et les expériences génétiques, la poursuite d'un pouvoir de plus en plus autoritaire qui serait aussi la préparation à une subordination totale, tout en permettant de retrouver un monde plus propre et donc plus vivable pour nos chers visiteurs. En même temps, il n'y aurait pas d'extinction de notre espèce et un certain processus pourrait recommencer sur de nouvelles bases, résolument transhumanistes. Pour une fois, c'est nous qui serions au bout de la laisse, c'est à nous que l'on donnerait le nonos. C'est une hypothèse qui a du chien et qui, à tout le moins, pourrait expliquer l'apparent consensus général au niveau de nos gouvernements. Car en effet, comment expliquer autrement que par le complotisme que pratiquement tous appliquent les mêmes mesures liberticides, sauf précisément chez les peuples qui acceptent couramment la puce sous-cutanée, comme en Suède et même parfois en Belgique, sous des principes aussi futiles que les entrées en discothèque ou le paiement de leur titre de transport. À ce sujet, je rappelle que grâce à la crise sanitaire, il est devenu virtuellement impossible de se déplacer en bus si l'on ne dispose pas de quoi valider au moyen de ce qui finalement dissimule une puce RFID. Il ne reste plus qu'à généraliser, on n'arrête pas le progrès. Voilà, vous penserez ce que vous voudriez de cette hypothèse, qu'il est donc bien qu'une hypothèse et rien de plus. Avant de faire des cauchemars, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'une affirmation, que ce n'est pas forcément le reflet d'une réalité, que tout est peut-être faux. Je vous ai seulement donné quelques pistes. Maintenant, c'est à vous d'avoir du flair, comme ces chiens qui détectent le Covid. À nos gouvernements, qui nous prennent peut-être pour des chiens, je voudrais signaler, pour finir, qu'ils peuvent s'attendre à une parfaite obéissance, mais aussi à se faire mordre.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura également fait peut-être un peu sourire, histoire de détendre l'atmosphère dans une ambiance, dans un contexte parfois, il est vrai, un peu tendu. Je vous fixe rendez-vous pour la prochaine vidéo si tout va bien, parce que sait-on jamais. Et puis, de toute façon, vous savez que moi, d'une manière ou d'une autre, je ne lâcherai pas le morceau. Que tout ceci ne vous empêche pas de liker si vous le jugez nécessaire, de vous abonner à la chaîne et éventuellement également de formuler tous vos commentaires. À ce sujet, j'aimerais vous dire qu'il m'est venu à l'idée de peut-être réaliser une vidéo, style interview entre vous et moi. Vous me posez toutes les questions qui vous passent par la tête à propos de la crise sanitaire du Covid-19, à propos des extraterrestres, à propos des activités du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. Donc là, vous pouvez parler de surnaturel, de paranormal, d'ufologie ou d'autres phénomènes inclassables. Ça laisse la possibilité à énormément de possibilités de questions auxquelles j'essaierai de répondre avec un maximum d'objectivité. Voilà, il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses. À la prochaine. Salut, bye bye.